Bonjour, bienvenue à la 6e rencontre des gestionnaires en dépendance et en itinérance. Je m'appelle Annie Larouche, je suis professionnelle de recherche dans l'équipe de soutien clinique et organisationnel en dépendance et en itinérance. La rencontre d'aujourd'hui va porter sur l'amélioration des pratiques de prise en charge en dépendance et en itinérance. Donc, je vais être accompagnée de mes collègues, Dr. Marie-Ève Goyer, la directrice scientifique de notre équipe, et Karine Hudon, notre coordonnatrice. Juste avant qu'on commence, quelques petites consignes pour le bon déroulement. Si vous intervenez soit dans le clavardage ou oralement, juste vous identifier et situer dans quelle région vous travaillez. Vous vous rappelez aussi que les présentations sont enregistrées et vont être diffusées sur notre site web. Toutefois, on va retirer les périodes d'échange afin de permettre une discussion libre. Aussi, vous rappelez qu'à tout moment, si vous avez des questions ou besoin de précision ou vous souhaitez tout simplement donner votre avis, vous pouvez utiliser le clavardage. Les objectifs de la rencontre d'aujourd'hui, on peut changer la diapo. Donc, on a 3 objectifs. D'abord, on va échanger sur la planification des prochaines rencontres qui visent à réfléchir à l'amélioration des services offerts en dépendance et en itinérance, principalement ceux qui sont dédiés aux personnes en situation de précarité. Pour ce faire, on va illustrer comment les 10 propositions qui sont issues du guide TEO vont s'opérationnaliser dans un continuum de soins et services auprès des personnes qui ont un trouble lié à l'usage de substances et ou qui sont en situation de précarité. On va aussi vous présenter les travaux à venir de notre équipe qui vont soutenir la pratique en dépendance. Donc, dans le fond, les 5 dernières rencontres qu'on a eues étaient surtout axées là, sur, en fait, étaient très axées sur la COVID. Et là, on revient un peu plus au mandat de notre équipe. Donc, le plan de la rencontre d'aujourd'hui, je vais d'abord vous présenter la programmation des prochaines rencontres qui vont avoir lieu jusqu'en septembre. Ensuite, je vais passer la parole à mes collègues qui vont vous présenter d'abord le projet qui vise à soutenir l'identification des barrières d'accès et de rétention dans les services qui offrent le TAO. Et enfin, on va faire un survol du guide d'amélioration des pratiques sur la prise en charge du trouble lié à l'usage des opioïdes. Peut-être faire un petit retour sur notre mandat pour 2020-2024 pour les personnes qui se joignent pour la première fois à nos rencontres, mais aussi parce que ça fait tout juste 1 an que notre équipe existe. Peut-être se dire donc que notre mandat, c'est d'offrir des outils, du mentorat, de la formation au niveau clinique et organisationnel pour l'ensemble des équipes du réseau québécois en dépendance et en itinérance. Donc, pour ce faire, on regarde les meilleures pratiques, mais aussi l'adaptation des services aux personnes en situation de précarité qui ont un trouble lié à l'utilisation de substances, et aussi l'implantation de l'approvisionnement plus sécuritaire, le Safer Supply. Comment on fait ça? Dans le fond, on recueille des données probantes, on développe des outils, on crée des activités de transfert de connaissances. Dernièrement, on a eu un événement sur la crise des surdoses. On a aussi présenté des travaux qu'on a fait sur la morphine à libération lente uniquotidienne, le CADIA. On a des espaces de concertation. À chaque mois, par exemple, on anime des discussions cliniques sur le Safer Supply, sur l'approvisionnement plus sécuritaire. On a aussi un site web où on diffuse beaucoup d'informations, que ce soit des guides pratiques, de l'offre de formation, des outils, que ce soit les nôtres, mais aussi ceux d'un peu partout au Canada ou d'ailleurs. On a aussi une ligne téléphonique, texto, courriel, où on peut répondre à vos demandes de soutien, par exemple pour des cas plus complexes, pour des réflexions sur l'organisation du service. Donc, entre 2 rencontres, n'hésitez pas à nous contacter. On peut aussi vous mettre en lien avec des experts d'un peu partout au Québec, si ce n'est pas nous qui peuvent répondre à vos questions. Un petit retour, je ne passerai pas au travers des 2 prochaines diapos, mais en raison de la situation actuelle, la pandémie, notre mandat, on a dû un peu modifier là, notre planification, comme l'ensemble du Québec a dû le faire. Donc, les 2 diapos qui suivent, c'est ce qui a été fait, les activités, les rencontres, les outils qu'on a développés
pour faire face à la pandémie et permettre que les équipes puissent s'adapter, donc soutenir les équipes dans cette adaptation-là. Donc, pour ceux et celles qui souhaiteraient voir tout ce qui a été fait, vous avez le lien là, vers où ça se trouve sur notre site web. Dans la suite, là, en plus de ce que je viens de vous nommer, les travaux qui s'inscrivent dans notre mandat et qu'on va entamer ou qu'on va poursuivre cette année, donc il y a la rédaction du guide clinique québécois en TUO. Donc, comme je disais, on a travaillé et on a terminé la morphine à libération lente uniquotidienne, le CADIAN. On va poursuivre pour la pharmacopée sur les implants et injections de buprenorphine, mais dans ce guide-là, il y a aussi tout un volet sur l'intervention, par exemple, le savoir-être de l'équipe de soins partenaires, les cas complexes, etc. On est en train de finaliser un outil d'orientation pour les milieux d'isolement qui accueillent des personnes qui ont une consommation chronique d'alcool. On souhaite débuter bientôt un guide clinique et opérationnel québécois sur les programmes de gestion d'alcool, les services WET. Donc, on souhaite débuter ça sous peu. Ensuite, on a diffusé en janvier-février, un outil sur les intoxications sévères, les surdoses et les sevrages, mais on souhaite produire des capsules de formation pour accompagner cet outil-là. Donc, ça fait partie de nos projets de l'année. Et évidemment, on veut poursuivre les activités en approvisionnement plus sécuritaire. Ça se pourrait qu'il y ait d'autres activités qui s'ajoutent en fonction des besoins de l'année. Si on passe à la programmation des rencontres de soutien, bon, on a la rencontre d'aujourd'hui. Comme je disais, les rencontres, toute la planification est organisée autour des propositions du guide TUO. La prochaine rencontre aura lieu le 17 mai sur le thème de l'ancrage de la pratique dans une philosophie de la réduction des méfaits et une vision holistique et sur la démocratisation des services. Je n'irai pas plus dans le détail. Marie-Ève, tout à l'heure, va passer au travers des 10 propositions. Ensuite, la rencontre suivante, le 14 juin, portera sur le panier minimal de services et ce qu'il devrait comprendre. On fait relâche pendant l'été. On va travailler, mais on n'aura pas de rencontre des gestionnaires, à moins qu'il y ait des besoins particuliers là, qui émergent. Sinon, on reprend le 13 septembre avec l'offre de services adaptés aux besoins et demandes de la personne en situation de précarité. Des entrées d'agenda vont vous être envoyées là, très bientôt, dans lesquelles on va aussi vous indiquer s'il y a des personnes qui devraient être sollicitées pour participer à certaines de ces rencontres-là. Si on pense, par exemple, quand on va parler du panier minimal de services, vos DSI devraient peut-être être sollicités parce qu'on va parler beaucoup d'acte nursing. Donc, ça conclut pour moi pour le moment. Je vous laisse entre les mains de Karine et Marie-Ève pour la suite. Merci. Merci, Annie. Donc, on ne veut pas non plus vous assommer avec tout ça. Puis l'objectif d'aujourd'hui, c'est vous présenter un peu le menu qu'on pourrait vous proposer comme soutien. Mais bien évidemment, l'objectif est de répondre autant que possible à vous soutenir et à vos besoins à vous. Donc, voyez bon de pouvoir aller dans le clavardage pour pouvoir nous indiquer, puis lors des périodes de questions qu'il va y avoir, on va avoir 2 périodes de questions à travers la présentation d'aujourd'hui, de nous interpeller, puis nous signifier c'est quoi vos besoins, vers où vous voulez qu'on aille et tout. Donc, gênez-vous surtout pas l'objectif est vraiment de répondre à vos besoins puis de pouvoir vous soutenir du mieux qu'on peut là, dans la suite des choses. Pour commencer, avant d'arriver vers le guide TUO, puis vous faire une brève description du guide TUO qu'on a développé l'année dernière, il y a exactement 1 an, un peu plus d'1 an, j'aimerais vous parler d'un projet qui est le projet de soutien à l'identification des barrières d'accès et de rétention des services offrant le TAO. Donc, Annie, ce qu'elle disait tout à l'heure, c'était que notre objectif est de reprendre un peu la programmation pour laquelle on a été financé pour la suite des choses. Et un des projets qu'on avait apporté, c'était justement de soutenir l'ensemble des régions à pouvoir identifier les barrières d'accès et de rétention pour les services en TAO. Mais on peut le voir,
je voulais juste comme vous identifier quelques objectifs, puis ça pourra vous mettre la puce à l'oreille dans la présentation quand Marie-Ève va traverser les 10 propositions du guide TUO, à quel endroit on peut s'inscrire pour vous soutenir. Donc, l'objectif étant d'accompagner les équipes à identifier les barrières d'accès et de rétention dans les services offrant le TAO au Québec, et de soutenir les gestionnaires et les cliniciens dans l'implantation des modalités qui auront été identifiées par eux-mêmes de façon à améliorer l'accès et la rétention du traitement en TUO, de développer de la pharmacopie de remplacement et d'améliorer les pratiques. Donc, l'idée était de pouvoir se rendre vers vous puis pouvoir de personnaliser en fait le soutien qu'on pouvait vous offrir. On était disposés à bouger puis à se rendre dans les régions, mais COVID oblige qu'on reste à distance pour l'instant. Mais ce qu'on souhaite vraiment, c'est que on retrouve tout le monde dans la vie un peu d'air suite à la COVID et qu'on puisse par la suite se rendre vers vous pour aller vous aider si c'est ce que vous souhaitez avoir comme soutien pour la suite des choses. Donc, on est en ce moment en train de développer des outils qui pourraient aider l'identification des barrières d'accès pour soutenir les équipes qui souhaiteraient comme justement réfléchir à la planification de comment on peut réfléchir autrement puis s'assurer que les personnes pour qui on doit rejoindre, qui sont dans une situation de plus grande précarité ou qui ont de la difficulté à rentrer dans le cadre dans lequel les services sont offerts, de pouvoir comme, vous aider à identifier ces barrières-là. Puis, en parallèle de ça, on va développer des formations, des outils sur les thématiques qui se rapportent justement au guide qu'on va vous présenter, Marie-Ève et moi, là, à l'instant même. Donc, Marie-Ève, je t'inviterai à ouvrir ta caméra pour te joindre à moi. Donc, peut-être juste vous dire que le guide québécois que Marie-Ève va vous présenter et que je vais animer avec elle découle de 2 projets qu'on a menés en 2018 et jusqu'au 12 mars 2020, la veille de la crise COVID. Certains d'entre vous ont peut-être eu la chance d'être avec nous à Montréal. On a présenté les résultats de recherche. Donc, ça vient de 2 projets de recherche qui étaient vers de meilleures pratiques pour les personnes en situation de précarité et dépendantes aux opioïdes. Et pour ce projet-là, on a rencontré dans 6 régions différentes, 7 gestionnaires, 24 cliniciens, 26 intervenants d'organismes communautaires et 37 personnes utilisatrices d'opioïdes à travers les 6 régions. Puis, il y avait un autre projet qu'on menait également en parallèle qui était sur la prise en charge médicale de la gestion du sevrage des TO dans les CRD au Québec, où on a eu la chance d'aller dans 5 régions rencontrer 6 gestionnaires et 10 cliniciens qui étaient en fait là, les médecins et les infirmières qui sont en charge de ces services dans nos CRD au Québec. Puis, suite à ce projet-là, qui était un projet multicentrique avec tout ce que la recherche demande d'avoir, on est arrivé à écrire un guide d'amélioration des pratiques, le guide bleu que vous voyez là sur la présentation, que Marie-Ève va traverser avec nous. C'est sûr que l'optique dans laquelle ces projets ont été faits sont en lien avec les services pour le trouble d'utilisation lié à l'utilisation d'opioïdes. Mais ce qu'il faut comprendre, puis l'exercice qu'on va essayer de pratiquer aujourd'hui avec vous dans la présentation, c'est si on enlevait les mots TUO, TAO, opioïdes, puis qu'on remplaçait par santé mentale, accès pour les personnes en situation de précarité d'hébergement, on pense que les propositions pourraient tenir la route, puis servir à réfléchir comment qu'un continuum de services pourrait s'inscrire en améliorant puis en augmentant, selon les meilleures pratiques, là, les services qu'on peut offrir aux populations pour lesquelles on travaille, en fait, nous tous collectivement au Québec. Donc, Marie-Ève, je te laisserai peut-être... Ah oui, juste avant, la façon que le guide a été fait pour ceux qui ne le connaissent pas, puis on pourrait peut-être mettre dans le clavardage, je ne vois pas le clavardage, moi, de mon écran, mais le lien pour avoir accès au guide TUO, pour ceux qui n'ont pas eu la chance de pouvoir le feuilleter encore. Mais on a vraiment, quand on a fait le guide, essayé de réfléchir dans une optique où comment on peut s'adresser aux équipes de soins partenaires, donc nos cliniciens qui travaillent, que ce soit des médecins, des pharmaciens, des infirmières, des intervenants psychosociaux ou des pairs qui travaillent dans les équipes, mais comment aussi qu'on peut réfléchir pour les établissements, donc les gestionnaires, les établissements qui offrent les services, qui réfléchissent au continuum dans les différents CCCIUS au Québec, mais aussi aux décideurs, donc aux ordres professionnels, aux ministères, aux directions, pour dire direction des services en dépendance et itinérance, comment qu'on pourrait réfléchir, puis quelle portion on pourrait prendre pour s'assurer d'améliorer justement l'offre de services qu'on essaie d'instaurer au Québec. Puis, tout au long du guide que vous allez pouvoir voir, mais on s'adresse à ces 3 paliers-là, mais on permet aussi aux personnes qui utiliseraient ce service-là, si on adapterait les propositions qu'on a écrites,
ben, de voir comment les personnes qui fréquentent ces services-là pourraient percevoir l'offre qu'ils reçoivent, puis ce que ça change pour ces personnes-là dans leur quotidien, dans la poursuite de leurs soins. Donc, Marie-Ève, je te laisse te lancer pour la suite des choses et j'arriverai au besoin là, pour pouvoir ajouter puis bonifier. Parfait. Donc, donc, pour ta gouverne, Karine, j'ai mis l'hyperlien dans la conversation. Donc, si vous voulez suivre en même temps avec le guide, allez-y. Donc, bonjour tout le monde. Moi, c'est Marie-Ève Goyer. Je suis un médecin de famille et comme ça a été dit en début, je suis la directrice scientifique de l'équipe. Je m'excuse à l'avance si jamais vous me voyez disparaître et passer subitement le flambeau à Karine, c'est que j'ai la chance de commencer les premiers patients là, sur traitement agoniste injectable cette semaine. Donc, on a commencé la semaine passée. On est très, très contents. Donc, c'est moi qui supervise le tout. Là, donc, ça se pourrait que j'aille à faire un petit peu de on and off. Je m'en excuse à l'avance. Karine, je compte sur toi aussi pour me limiter dans le temps, car pour ceux qui ne le savent pas déjà, vous apprendrez aujourd'hui que j'ai tendance à m'épivarder et à m'ambitionner dans mes présentations. Mais je veux quand même, avant qu'on commence, dire deux choses, redire deux choses. C'est sûr que c'est des travaux qui ont été faits avec une optique opioïde, mais ils ont été faits, la revue de littérature a été faite sur les personnes en situation de précarité / désaffiliés qu'on a de la difficulté à avoir dans nos soins. C'est quand même important pour nous que vous ayez cette lecture-là et qu'on essaye justement de voir comment on peut améliorer les soins. Vous allez le voir tout à l'heure quand je vais vous parler de la proposition numéro 8. Rendu où on est dans une situation d'extrême précarité, vient un moment où le diagnostic ou la pathologie a plus tant d'importance et on est vraiment plutôt dans une organisation de soins globale où on essaie justement d'éviter les silos et de dire est-ce que la personne a la bonne pathologie pour rentrer dans la bonne case. Par contre, c'est sûr que, comme Karine l'a dit, on a une offre de services supplémentaires au guide qu'on va vous présenter pour les équipes qui font le traitement agoniste opioïde. Donc, n'hésitez pas à venir vers nous. Plusieurs d'entre vous l'avez déjà fait. Et on vous rappelle aussi, comme on l'a fait avec plusieurs d'entre vous, on a eu la chance de le faire en COVID, qu'on est là pour soutenir justement l'adaptation des services, soit COVID, soit TUO, ou pour d'autres populations quand vous avez des enjeux particuliers. Puis si on n'a pas l'expertise, on vous soutiendra à la trouver, comme Karine l'a très bien dit. L'objectif aujourd'hui ici, c'est deux choses. C'est de mettre la table sur des propositions de comment collectivement on pourrait travailler pour améliorer les soins aux personnes qui ont vraiment de la difficulté à être rejointes et qui sont globalement les gens qui se retrouvent dans nos directions santé mentale et dépendance. Et l'objectif n'est pas juste un objectif opioïde, c'est un objectif de meilleurs soins, meilleurs services sociaux, meilleur accès puis meilleure rétention. C'est comme ça que je souhaiterais que vous puissiez lire les propositions. Puis vous allez voir, on a fait exprès pour essayer d'enlever quand on pouvait le mot opioïde parce que finalement, le core business est le même. Après, c'est sûr que là, on vous garoche 10 propositions. J'ai le souhait que ça ne soit pas trop lourd pour vous. Et ce ne sont pas des recommandations, ce sont vraiment des propositions. Donc, justement, de réfléchir ensemble. Qu'est-ce qui, chez vous, est une priorité, un enjeu? Comment on peut travailler? Et ce que vous voyez là, Karine l'a bien dit, c'est le produit fini de longs travaux de recherche où on a revisé l'ensemble de la littérature grise et formelle, en plus d'aller voir les équipes. C'est sûr que les choses ont évolué là, depuis COVID, mais on souhaite un peu vous présenter là où on était nos réflexions justement pour quel chemin on peut prendre pour améliorer les choses. Donc, n'hésitez pas à écrire dans le chat. Il va y avoir des périodes là, à la mi-proposition, à la mi-temps, il va y avoir une période de discussion, réflexion. L'objectif, c'est que ça soit aidant puis soutenant pour vous et on s'adaptera si ce ne l'est pas ou si ce n'est pas suffisant. Donc, le but, ce n'est pas de vous imposer des choses, mais d'être là pour vous soutenir à la lumière des meilleures pratiques qu'on a recensées là, partout dans le monde. Alors, allons-y d'emblée. Donc, proposition numéro 1 de notre guide. Ancrer la pratique auprès des personnes en situation de précarité dans une philosophie de réduction des méfaits et une vision holistique de la personne.
Et pour chaque proposition dans le guide, vous allez avoir une mise en contexte, là. Qu'est-ce qu'on veut dire exactement? Qu'est-ce qu'on veut décliner? Ensuite de ça, comme Karine vous le montrait, des applications très, très concrètes selon si vous êtes un décideur, un gestionnaire, un prestataire de services, un clinicien, etc. Je fais une petite parenthèse, je ne sais pas, Karine, si on l'a dit, pour dire que cette rencontre-ci est enregistrée, comme l'ensemble de nos rencontres, parce que certains d'entre vous ne pouviez pas assister. Donc, on voulait vraiment que cette rencontre-là, un peu initiale, puisse servir de base et que les gens puissent l'écouter en différé, parce qu'ensuite de ça, bien, notre programmation va découler de ça. Donc, en fait, Marie-Ève, ce qui a spécifié aussi, c'est que la présentation est enregistrée, mais lorsqu'on va arriver aux périodes de questions, on va le couper au montage pour qu'il y ait une libre parole. Puis, donc, ça sera enlevé là, pour la période des questions, là, qui sera déposé sur le site Web. Parfait. Donc, revenons à nos moutons. C'est la proposition qui a l'air la plus simple et c'est probablement la plus complexe. C'est probablement là où on a aussi le plus grand ratio coût-bénéfice. On souhaite que les personnes soient accueillies avec respect et considération et que des efforts soient constamment déployés afin de diminuer la stigmatisation et de regarder où cette stigmatisation-là peut prendre effet. La philosophie de la réduction des méfaits guide les interventions qui visent l'amélioration de la qualité de vie des personnes et les personnes sont perçues dans une vision holistique et les services sont adaptés en fonction de leurs besoins. Ça peut sembler très vague et très, très générique, mais ce qui a été très, très fort de nos consultations dans le réseau, c'est que les personnes en situation de précarité, itinérance, santé mentale, dépendance ne se sentent pas bienvenues, ne serait-ce que dans l'adaptation de nos locaux, ne serait-ce que dans toutes les barrières qu'elles doivent subir, dans la façon dont elles sont regardées, dans la façon dont l'environnement physique, leurs expériences dans les urgences, leurs expulsions. Donc, il y a plusieurs endroits où on a à porter une vision sur est-ce qu'on a un regard constant sur ce qui pourrait être perçu comme stigmatisant. Et un des moyens qu'on pourra vous proposer, c'est aussi des modalités de consultation constante avec nos usagers, donc soit via des focus groups, avoir des pairs, avoir des façons de prendre le pouls de l'expérience client pour nos personnes. Et au niveau de la réduction des méfaits, c'est sûr qu'on a plus peut-être en tête nos services en dépendance, mais je pense que c'est quand même important de dire qu'on sort d'une philosophie où l'abstinence était un prérequis nécessaire et bien sûr, personne n'est contre la vertu, mais de dire, donc on sort un peu de cette approche-là paternaliste pour aller vers une approche collée sur la personne et ses besoins à petits pas et s'assurer qu'on est en constante adéquation avec les objectifs de la personne et qu'on vise tout le temps et on se pose toujours la question, est-ce qu'on améliore sa qualité de vie? Est-ce qu'elle va mieux sur le spectre des objectifs qu'on pourrait atteindre, incluant l'abstinence? Le Safer Supply et l'approvisionnement plus sécuritaire est un très bon exemple de ça, où on commence par de l'approvisionnement plus sécuritaire, par remplacer les substances illicites, mais bien sûr, on souhaite que ce soit un premier pas vers autre chose. Et si ce l'est, tant mieux. Puis si ce ne l'est pas, c'est correct aussi. C'est pas toutes les mêmes, les personnes ne pourront pas toutes arriver aux mêmes objectifs et c'est à elles de définir les objectifs qui conviennent le mieux. Le mot vision holistique est important aussi. Donc, derrière tous ces petits mots-là se cache beaucoup de littérature et beaucoup de choses. Donc, dans la vision holistique, il y a cette espèce de danger-là du silo là, dont je parlais tout à l'heure et qu'on va revenir dans l'organisation de services. Donc, plus vous avez des personnes en situation de précarité, plus on doit être capable de regarder l'ensemble des besoins et idéalement de prendre en charge sur place. Toutefois, ce n'est pas toutes les mêmes personnes qui ont le même niveau d'intensité de besoin, mais au moins de faire l'effort d'aller regarder l'ensemble des besoins biopsychosociaux de cette personne-là, quitte à ensuite trouver des équipes partenaires là, pour répondre à la personne. On peut passer à la prochaine diapo.
ce qu'on voit qui est très peu implanté au Québec, mais qui est très, très fort ailleurs au Canada, entre autres, c'est le Trauma Informed Care. Donc, il y a vraiment quelque chose là sur lequel on souhaite se pencher davantage là, dans les prochains mois et années. On a, entre autres, là, dans nos équipes en itinérance, certaines infirmières qui se sont formées beaucoup à cette approche-là et dont les grands principes reprennent ce qu'on vient de dire, c'est-à-dire que de reconnaître que nos populations en situation de précarité ont vécu un nombre incroyable de traumatismes à plusieurs moments dans leur vie et qu'il faut vraiment conférer dans notre prestation de service, soit dans la façon dont on les organise ou même dans la relation patient-intervenant, une façon de faire qui prend ces enjeux-là en compte et qui visent d'abord et avant tout à sécuriser la personne et à ce qu'elle sente que c'est elle qui est en contrôle et non pas qu'on impose ses objectifs thérapeutiques sur la personne, chose qu'on a fait beaucoup spécifiquement en traitement agoniste opioïde parce que c'est un domaine qui est très médicalisé et donc on était dans une approche très coercitive, de surveillance, où on obligeait beaucoup les gens. Faites juste penser à le fait de devoir faire des tests urinaires devant quelqu'un. On répète les traumas, on répète l'humiliation et donc on cherche constamment à garder une vision où on s'assure qu'on parvient à sécuriser et non pas à perpétuer le trauma. Vous avez juste à penser à quand nos personnes se présentent dans les urgences, comment ça se passe. On n'est pas du tout dans le Trauma Informed Care. Ensuite de ça, la deuxième proposition, c'est de viser une approche en fait, d'avoir à cœur de démocratiser l'accès au traitement. En fait, on devrait dire aux soins et aux services sociaux. Et ce qui se cache derrière cette proposition-là, c'est les grands concepts du bas seuil ou du haut seuil, appelez-le comme vous voulez. Ce vocable-là même, on a souhaité s'en départir parce qu'il induit beaucoup de confusion, puis on ne sait plus trop de quoi on parle. Et il y a aussi tendance à un peu ségréguer nos patients. Donc ça, c'est un cas bas seuil, ça, c'est un cas régulier, ça, c'est des services pour les patients normaux, ça, c'est des services pour les patients bas seuil. C'est non seulement pas aidant, mais les patients nous ont beaucoup dit dans les entrevues qu'on a fait que ça perpétuait encore une fois les espèces de classes de patients, le bon et le mauvais patient, alors que c'est plutôt une façon de gestion et de prestation de services de faire où on est dans un regard constant sur qui est-ce qu'on ne voit pas? Qui est-ce qu'on voit une fois par année puis qu'on ne revoit plus? Pourquoi les gens ne viennent pas vers nous? Qui est-ce qu'on devrait être en train de desservir? Dans quel territoire géographique? Dans quel contexte suis-je? Comment ça se fait que je ne vois pas tel type de patient? Donc, d'avoir une espèce d'approche réflexive constante, puis essayer d'aller évaluer au niveau des principales barrières géographiques, au niveau du transport, au niveau de la barrière même relationnelle, de l'environnement physique, de la barrière de coût. Qu'est-ce qui fait qu'on perd des patients? Et encore une fois, de se dire, ben, dans un souci d'équité, pour certains patients plus précaires, plus défavorisés, peut-être qu'il faut faire un extra, un mouvement d'extra où il faut bouger nos soins et que ce n'est pas tous les patients qui ont besoin de la même chose. Donc, on n'est pas dans l'égalité, toute personne a la même chose, mais on est dans l'équité pour bouger nos services pour que ceux qui sont plus précaires arrivent au même niveau de santé, donc à un niveau de santé égal, mais une prestation de service équitable. Et la proposition va comme suit. Les personnes ont facilement accès au traitement à proximité de leur domicile. Les obstacles à l'accès et à la rétention en traitement sont réduits au minimum. On devrait même dire sont évalués en continu. Donc, que les équipes développent une approche, soit dans les journées bilan, soit une fois par année, 2 fois par année, de comment est-ce qu'on pourrait faire mieux, qui est-ce qu'on ne voit pas, comment est-ce qu'on pourrait adapter nos services. L'ensemble des équipes du Québec qui offrent les traitements, les services et soins aux personnes en situation de précarité visent à les rendre flexibles et individualisés.
Le traitement est initié à divers endroits, dont les services spécialisés, mais aussi les urgences, les services psychiatriques, les centres de détention et les GMF. Donc, ça vaut pour l'ensemble des services de voir comment est-ce qu'on peut profiter des momentum comme une incarcération, une hospitalisation en psychiatrie, pour dire quelque chose, pour aller initier quelque chose, une prestation de soins qui a du sens pour la personne et qui permettrait tranquillement de la ramener vers nous quand elle aura congé. Et c'est d'autant plus vrai ici pour les traitements agonistes opioïdes, où on se rend compte qu'on perd beaucoup de nos momentum. Donc, par exemple, nos personnes arrivent en surdose dans les urgences et elles quittent, des fois même sans naloxone. Donc, en 2021, avec la littérature qu'on a, c'est difficilement tolérable de dire qu'on ne va pas profiter d'une hospitalisation en psychiatrie ou d'un passage à l'urgence pour initier un traitement si la personne le veut. Et ensuite, quel bon levier pour ramener la personne vers. Marie-Ève, j'irais même à dire que c'est un peu comme ce qu'on essaie de pousser avec le No Wrong Door ou encore, puis ça va revenir tout à l'heure, là, mais dans l'idée vraiment d'adapter les services aux personnes et non pas l'inverse. De s'assurer d'avoir toujours ça en tête quand on réfléchit là, à démocratiser l'accès à des services. Je pense que c'est intéressant ce que tu dis, Karine, qu'on sort, je pense, on émerge d'une culture où si la personne est vraiment motivée, elle viendra vers nous et elle rentrera dans notre boîte, dans notre case, versus de dire comment est-ce qu'on peut adapter notre case ou peut-être même faire exploser notre case pour pouvoir nous s'adapter à la personne. Dans la mesure de notre mandat, bien évidemment, on ne pourra pas tout faire pour toutes les personnes, mais force est de constater quand même qu'on a un système assez rigide, donc de voir comment est-ce qu'on peut s'assouplir. Et c'est beaucoup ce qu'on fait dans nos formations, de dire il faut y aller au cas par cas, il faut éviter le one size fits all et s'assurer d'avoir, donc oui, un carré de sable quand même fixe. Vous êtes une équipe avec un mandat CIM, CIV, je ne sais pas quoi, mais à l'intérieur, il faut qu'il y ait de la place pour bouger, pour s'adapter à des patients qui ne fiteront pas nécessairement mot pour mot dans les cases là, usuelles. La proposition numéro 3, elle, est un petit peu plus en lien avec le traitement agoniste opioïde et visait à assouplir le cadre réglementaire des ordres professionnels pour permettre en place la mise de modalités de traitement du TO flexible et adapté. Je vous dirais que ça, c'est un des grands gains qu'on a fait de nos 2 années de travaux de recherche. On est allé présenter aux ordres professionnels la revue de littérature complète et de tout ce qui se fait ailleurs dans le monde dans la prestation puis l'encadrement de la prescription de TAO qui, comme vous le savez, est très, très, très rigide, qui faisait en sorte que les patients étaient très encadrés, surveillés, ils faisaient beaucoup de dépistage urinaire. Puis on était beaucoup plus dans un système de surveillance que de soins et de caring. La crise des opioïdes a permis aussi quand même aux autres professionnels de voir que des fois, en voulant trop encadré, on faisait plus de mal que de bien. Les gens débarquaient des traitements, ne voulaient plus être en traitement, préféraient même des fois avoir recours au sevrage que d'être mis sur méthadone à long terme, pour donner un exemple. Et on a fait de très belles avancées. Si ça vous intéresse, peut-être que quelqu'un de notre équipe pourrait mettre les nouvelles lignes directrices des ordres professionnels en TUO, auxquelles nos travaux de recherche ont grandement participé. Ce sont des lignes directrices qui sont sorties et qui ont été étiquetées COVID, là, étant donné la temporalité, mais je ne crois pas qu'il y aura de grands changements. Elles ont été faites anti-COVID et on voit, entre autres, beaucoup d'assouplissements dans, par exemple, les doses à emporter, dans le fait qu'on a mis de l'avant le jugement clinique avant les normes légales. Et je pense que ça devrait être quelque chose qui est dans l'ensemble de nos équipes, peu importe si on prescrit du TAO ou pas, de dire en sorte que oui, il y a ce que les ordres professionnels, ce que nos lignes directrices, ce que notre organisation nous dit, mais il y a aussi bien avant tout le jugement clinique qui fait en sorte que comme professionnel, des fois, on va sortir un peu des sentiers battus, mais il y a des raisons pour ça. Et de soutenir les équipes à s'approprier ça et à développer ça. Je souhaite aussi, puis peut-être qu'on pourra aussi le mettre dans le clavardage, vous nommer que ces lignes directrices-là, en fait, quand COVID,
on a ouvert la téléconsultation. Entre autres pour la dépendance, mais je pense que pour l'ensemble de nos équipes, spécifiquement ceux d'entre vous qui sont sur des grands territoires géographiques où c'est difficile d'avoir des équipes complètes partout qui vont voir de visu les patients, il y a vraiment quelque chose à exploiter au Québec au niveau de la téléconsultation. On s'est penché là, sur la chose, sur la téléconsultation en COVID dans une de nos réunions, si jamais ça vous intéresse, et au niveau psychosocial et au niveau médical. On a eu des beaux exemples de ce qui s'est fait, là. Donc, si ça vous intéresse, je vous invite à aller regarder davantage à ce niveau-là. Puis pour Karine, faire du carrière, ce que j'aimerais dire, c'est que comme Annie nous a présenté là, en début, là, il y a eu vraiment un guide TUO clinique auquel on a été mandaté pour justement réfléchir à, oui, le cadre légal des ordres a été assoupli, modifié, mais on va arriver aussi avec un soutien clinique là, aux équipes là, qu'on essaie de construire en cours de route puis de partager, là, entre autres, le guide d'utilisation de la morphine à libération lente, une quotidienne qui a été présenté le 23 mars dernier, en est une des parties là, du guide qu'Annie parlait tout à l'heure. Fait qu'il va y avoir une continuité de cette proposition-là avec un guide là, auquel on a été mandaté par le ministère là, de produire un guide clinique pour le TUO. Oui, puis ce qu'on se rend compte, là, ça revient à la discussion sur le jugement clinique, mais qu'on parle d'itinérance, de cas complexes, de comorbidité, ben il y a vraiment un besoin des équipes à développer justement c'est quoi les variables là, que je dois avoir en tête quand j'ai un patient complexe, itinérant, toxicomane, avec une déficience intellectuelle. C'est quoi les grands highlights que je dois utiliser pour me faire une tête et on souhaite là, justement pouvoir vous aider à outiller vos équipes là, à ce niveau-là si c'est un besoin. La proposition 4, est, encore une fois, on est dans la simplicité, mais c'est hautement complexe. Accueillir la demande initiale de services, de soins ou de services et assurer la sécurité de la personne. Ici, on est exactement dans ce que Karine disait au niveau du no wrong door. Il y a beaucoup d'occasions perdues. Au sein même de nos équipes, là, dans les directions santé mentale et dépendance, mais probablement aussi tout autour. Dans nos urgences, je l'ai nommé tantôt, dans nos CLSC, dans les accueils psychosociaux, au 811, dans les gens qui vont procéder à la repérage détection. On souhaite qu'à tous les niveaux, il y ait des réflexes de s'assurer qu'on soutient la personne et qu'on ne la laisse pas tomber, surtout les personnes en situation de précarité, mais aussi qu'on propose tout de suite des choses à cette personne-là. Pour les gens spécifiquement qui ont un trouble de l'usage des opioïdes, ce que l'on sait, c'est que le plus vite on met la molécule dans la bouche de la personne, le plus mieux ça va et le plus elle survit. Et donc, il y a aussi à regarder au niveau de votre organisation de service, à essayer de limiter le parcours du combattant et est-ce qu'on ne peut pas avoir des courts-circuits, peut-être pas pour tout le monde, mais pour certaines personnes, pour essayer de diminuer les étapes d'évaluation, de réévaluation pour se rendre jusqu'à l'équipe et de dire « Oups, opioïdes, flouc, on va tout de suite dans une équipe spécialisée. » Parce que ce qu'on s'est rendu compte aussi, c'est que si la personne passe par des équipes qui ont un peu moins d'expertise ou des expertises plus génériques, là je parle des opioïdes actuellement, souvent la personne va par exemple manifester un désir de sevrage et on va dire « OK », alors que si on avait eu dans notre tête tous les enjeux puis la dangerosité, peut-être que le counseling aurait été différent et que cette personne-là, finalement, aurait revisé son choix de demander un sevrage. Donc, on peut passer, je pense, là, à l'autre, dans les choses qu'on souhaite qui, à tous les niveaux, peu importe le type d'équipe et le type de patient que vous desservez, c'est qu'il y ait une capacité à distribuer du matériel essentiel en réduction des méfaits. Donc, à partir du moment où vous avez des personnes qui consomment, peu importe ce qu'elles consomment, pas juste des opioïdes, vous savez comme moi à quel point le marché illicite est contaminé actuellement, qu'il y ait de la distribution sur place, ou si c'est une intervention téléphonique, qu'on soit capable de donner à la personne les endroits où aller se chercher ça. Puis on est chanceux, le ministère a fait vraiment là, sur son site des cartographies très, très bien faites de où aller chercher du matériel, où aller chercher de l'analoxone, qui peut en distribuer, et s'assurer donc que une fois que la personne a fait sa demande, même si on ne peut pas y répondre,
Entre-temps, on met un filet de sécurité pour s'assurer qu'elle connaît les ressources communautaires de la région et qu'elle ne reste pas seule. Et on pense qu'on ne peut plus entendre en 2021 le mot consommation sur le marché illicite sans tout de suite remettre de l'analoxone et que les équipes soient capables de faire le counseling. On a encore des croûtes à manger à ce niveau-là pour s'assurer que l'ensemble de nos équipes des directions santé mentale et dépendance puissent le faire, incluant les équipes en psychiatrie, mais comme on le disait tantôt aussi, que ça soit aussi un réflexe dans des équipes comme les urgences ou les CLSC aux accueils psychosociaux, là, pour dire quelque chose. La proposition numéro 5 vise à faire en sorte qu'on ait des évaluations adaptées et qu'on puisse débuter rapidement les soins ou les services sociaux et choisir le meilleur contexte de soins. Encore une fois, on a en tête un exemple de dépendance, mais ça pourrait être n'importe quoi, de s'assurer que nos modalités organisationnelles d'évaluation et nos étapes ne deviennent pas une barrière en soi. Et qu'on se rende compte que quand on est dans de la grande précarité, si on demande à quelqu'un de faire une évaluation qui va durer 4 heures, où on va devoir aller chercher ses traumatismes d'enfance et tout ça, et ensuite on referme la boîte et on met sur une liste d'attente, ça va être quelqu'un d'autre qui va reprendre, ça peut être délétère et ça peut faire en sorte qu'on ne reverra plus la personne. Donc, s'assurer d'avoir des modalités, bien sûr des outils d'évaluation, peut-être que certains seraient à revoir, mais que ces outils d'évaluation-là puissent être fragmentés, encore une fois individualisés, et qu'on vise beaucoup plus l'établissement d'un lien et de la rétention à service qu'une évaluation à tout prix. Donc, on fait ça dans l'ensemble de nos services à tous les niveaux. Donc, on a beaucoup d'évaluations, beaucoup de questions et je pense qu'il faut réussir à se sortir de ça à certains égards et se rendre compte que des fois, vaut mieux en faire moins à petit débit qu'essayer de tout faire. Voilà. Je pense que je vais m'arrêter là-dessus pour la 5e proposition. Et finalement, avant qu'on prenne une petite pause pour recueillir un peu vos impressions là-dessus et voir si ça fait du sens pour vous, la proposition numéro 6 nous invite à favoriser des collaborations formelles avec les acteurs clés. Autrement dit, si je vous lis la proposition, les personnes sont évaluées directement par une équipe qui offre le traitement, les soins, les services sociaux adaptés. Cette évaluation initiale est rapide, adaptée. Pardon, je suis en train de vous lire la proposition numéro 5, c'est pas ça pantoute. Excusez-moi. Des collaborations formelles sont établies avec les principaux partenaires institutionnels et communautaires de la région, ce qui permet d'offrir un soutien optimal à la personne en traitement. Ces collaborations facilitent l'accès aux services et favorisent la continuité des soins. En fait, ce qu'on essaie de vous dire par là et qu'on a vu beaucoup à travers nos visites au Québec, c'est que on a établi, chacune des équipes qui dessert les personnes en situation de précarité a établi son réseau de liens, mais souvent dans l'informel. Souvent aussi dans des liens entre des personnes qui se connaissent puis qui ont commencé à développer des corridors de services. Et quand ces personnes-là partent, les collaborations tombent. Donc, on se rend compte aussi que souvent, il peut y avoir des liens au niveau macro, des tables de concertation, mais ce n'est pas les mêmes personnes qui sont sur les tables qui vont être dans l'opérationnalisation dans les équipes. Et souvent, les équipes ne sont pas au courant de l'ensemble des services qui pourraient s'offrir pour la personne. Donc, il y a non seulement un travail de repérage, où est-ce que je travaille, c'est qui mes organismes communautaires, c'est qui mes autres équipes qui pourraient voir mes patients au niveau police, au niveau urgence, au niveau même de ma propre direction et comment est-ce qu'on souhaite travailler ensemble, ne serait-ce même que dans un processus d'optimisation pour ne pas refaire la même chose, mais aussi pour s'assurer qu'on est au clair de comment on veut fonctionner. Beaucoup d'offres très intéressantes de collaboration qu'on a vues à travers le Québec, très, très, très fortes entre le communautaire et des équipes du réseau, où le communautaire va faire de l'accompagnement, du repérage, va amener vers, puis va être comme une extension là, dans la communauté. Donc, il y a plein de modèles intéressants là, qui peuvent se développer selon votre réalité régionale, mais je pense que l'important, c'est de dire que ce qu'on a beaucoup remarqué à travers le Québec, c'est que
il n'y a pas grand-chose de formalisé. Et donc, ça mène à beaucoup de quiproquos. Qui fait quoi? Qu'est-ce qui est mon rôle? Qu'est-ce qui est le rôle de l'organisme communautaire? Qu'est-ce qui est le rôle de l'équipe itinérance versus l'équipe SIM versus nanana? Donc, de gagner à formaliser un petit peu les ententes de collaboration. Puis, tu sais, j'ajouterais, Marie-Ève, avant qu'on passe à la section d'échange avec en grand groupe, c'est de s'assurer aussi, si on favorise ces collaborations de façon formelle là, entre les différents acteurs clés, mais c'est que la personne est beaucoup mieux dirigée et accompagnée dans l'ensemble des services qu'elle décidera bien de vouloir avoir accès et prendre d'être pris en charge, que ce soit dans le réseau communautaire ou dans le réseau public, là, institutionnel. Donc, je pense que cette proposition-là est une valeur ajoutée pour s'assurer que les gens à qui on offre des services ou des soins se fassent dans une logique de continuité et de soutien par l'ensemble des personnes clés et importantes pour elles aussi là, dans son entourage. Si je peux ajouter pour terminer, c'est sûr qu'à la lumière là, des rencontres qu'on a faites puis de la tournée québécoise qu'on a fait, certains endroits sont particulièrement des tâches aveugles, c'est-à-dire des endroits où on n'a pas beaucoup déployé nos services, où on n'a pas beaucoup formalisé la façon dont on travaillerait ensemble. Je pense entre autres aux ressources d'hébergement en dépendance, où le lien est très variable d'une région à l'autre et où on a entendu beaucoup des responsables le fait que souvent on voudrait avoir juste savoir qui appeler, si on a des questions, on pourrait mieux collaborer, la fluidité de la trajectoire pourrait être beaucoup mieux. Les hôpitaux, les urgences, on en a déjà parlé, mais la période d'hospitalisation est une période très hermétique aussi où, comme équipe dans la communauté, on pourrait en profiter pour faire plein de choses qu'on essaye de faire depuis des années, mais c'est comme si ces collaborations-là sont très, très, très difficiles, très ténues, et quand la personne sort, souvent, elle est retournée dans son équipe sans qu'on ait pu voir qu'est-ce qui s'est passé puis savoir. Évidemment, les ressources correctionnelles, là où il y a vraiment un investissement très, très différent. Puis encore une fois, on est dans une bulle hermétique où on ne sait pas ce qui se passe, mais on aurait un momentum incroyable. On pourrait déployer des choses, avancer des choses. Et on a l'impression qu'effectivement, les gens sortent plutôt précarisés de leur épisode de détention au lieu qu'on puisse en profiter pour mettre puis bonifier le filet de sécurité là, autour de ces personnes. Merci, Marie-Ève. Je vais passer très vite sur la proposition numéro 7 parce que celle-là, elle est spécifique vraiment aux troubles de l'usage des opioïdes. Juste pour que vous sachiez, là, un de nos projets en entier visait de revoir un peu les pratiques. Ce qu'on se rend compte, c'est qu'il y a encore, à certains égards, du sevrage d'opioïdes qui se fait. Et bien sûr, ce que les meilleures pratiques nous disent, c'est qu'une fois que quelqu'un est rendu dépendant aux opioïdes, soit prescrit ou soit illicite ou soit les deux, il ne faut pas aller vers le sevrage parce qu'il y a vraiment beaucoup de risques à tous les niveaux, incluant décès par surdose, acquisition d'hépatite C, etc. Pour ceux d'entre vous qui faites de la dépendance, ça amène même une réorganisation pour ceux qui ont des internes, des services qui avaient comme vocable service de gestion du sevrage. Et on se rend compte qu'ils ont été utilisés historiquement pour procéder à des sevrages, mais que il y aurait moyen, et c'est ce qu'on voit de plus en plus, de les utiliser vraiment plus comme un soutien un peu plus intensif pour une personne qui est dans un moment où elle a besoin d'être à l'interne, mais où on peut commencer le traitement pour cette personne-là. Et ce qu'on sait, c'est que même quelqu'un qui, après un counseling éclairé, resterait dans une vision de sevrage, on doit quand même passer par une phase de stabilisation sur les traitements conventionnels comme la méthadone, la buprenorphine, naloxone, le Cadian, et que si elle souhaite toujours, ben là, on va décroître très, très tranquillement. Donc, on ne s'en sort pas finalement. Cette personne-là a quand même besoin d'une équipe experte en traitement agoniste opioïde. Et ce qu'on voit à la prochaine diapo, c'est qu'on a fait plusieurs outils là, pour aider vos équipes qui pourraient être en face d'une personne qui ferait une demande de sevrage, peu importe où est-ce qu'elle serait dans votre continuum de soins. Donc, on a fait une espèce de checklist des éléments à aborder pour être sûr qu'on comprend bien la demande. On a fait des documents pour les usagers
pour qu'ils puissent faire des choix éclairés qui peuvent être remis dans la salle d'attente ou à la personne pour accompagner la discussion, et même un formulaire de consentement là, pour être sûr que médico-légalement, si jamais c'est ça qui est choisi, la personne a bien compris tous les risques et les conditions pour réduire les risques pour vos équipes, pour essayer de diminuer le plus possible les risques associés à cette pratique-là. Fait que je n'irai pas plus loin que ça, mais vraiment tout est disponible là, sur notre site. La présentation PDF va être transférée là, à tout le monde là, après la rencontre d'aujourd'hui. Puis tout est en lien cliquable, fait que vous allez pouvoir retrouver facilement l'ensemble des informations que Marie-Ève vous parle aujourd'hui. Oui. Et donc, ma proposition numéro 8, c'est en toute transparence ma proposition préférée. Se cache derrière cette proposition-là beaucoup de choses. Et elle va comme suit. On souhaite que les soins et les services sociaux soient offerts en continu et soient réfléchis dans l'organisation de soins et dans la prestation de soins en fonction du niveau de précarité de la personne. Dans les sous-points de cette proposition-là, il y a ce que vous voyez là. Dans l'ensemble des équipes qui desservent des populations en situation de précarité, et dans l'ensemble des équipes en dépendance, en itinérance, en santé mentale, il devrait avoir un panier minimal de services qui est offert. Et donc, ce n'est pas parce que la personne n'est pas à la bonne place, puis que ce n'est pas vous qui allez offrir le traitement dont la personne a besoin, qu'elle ne doit pas partir avec son petit coffre initial, qu'on ne doit pas être capable d'offrir certaines choses de base. Donc, vous voyez ici, on l'a fait pour les équipes qui offre le traitement du TUO, mais enlevez ce mot-là, puis mettez les équipes des directions santé mentale et dépendance, et enlevez en haut le TAO, qui est le traitement, si vous n'êtes pas dans une équipe dont c'est le mandat. Mais évidemment, on pense qu'il y a une espèce de trousse de on doit être capable, quand on attrape une personne en situation de précarité dans nos équipes, de faire du dépistage, du counseling sur les ITSS, de la vaccination, de faire des tests de grossesse, de gérer la contraception, de faire une évaluation sommaire si on n'est pas des équipes de prise en charge de santé mentale, la distribution du matériel essentiel de réduction des méfaits dont on a parlé tantôt. Et je vous ferai remarquer à quel point ces actes-là, ces services-là sont presque exclusivement dans des actes de nursing qui sont dans la profession infirmière, et on n'est pas dans des actes délégués, on est dans l'occupation pleine d'un champ de pratique d'une infirmière et pas d'une infirmière spécialisée ici. Et c'est pour ça que tout à l'heure, Annie, vous mentionnait, quand on va arriver au panier minimal de services là, dans nos rencontres, on va vous solliciter pour que vos conseillères cadres en soins infirmiers, vos directions des soins infirmiers soient là, parce que c'est vraiment via leur habilitation là, que tout ça va passer. Et on peut revenir en arrière de Karine. Marie-Ève, peut-être juste dire que cette rencontre-là sur le panier minimal va avoir lieu le 14 juin en après-midi. Donc, vous pouvez peut-être déjà faire un coucou à vos conseillères cadres, mais on est ici vraiment dans, justement, saisir les opportunités. On a des clientèles qu'on arrive difficilement à voir et ça change quand même un peu la donne de savoir si la personne est enceinte ou si elle est atteinte du VIH. Donc, on ne peut pas se passer d'attraper ces moments-là, même si on ne fera pas nécessairement la prise en charge des pathologies ou des enjeux de santé qu'on va trouver, mais d'avoir quand même un panier de minimum qu'on est capable d'offrir sur place, en sachant que les infirmières ont tous les droits et les capacités là, pour faire ça en 2021. Les services sont offerts de façon continue et permettent la reprise rapide du traitement. On a des enjeux, bien sûr, dans les personnes en situation de précarité, de faire beaucoup d'allées et venues dans les services. Ils adhèrent aux services, viennent au rendez-vous, perdus, reviennent, sont reperdus. Et ça appelle, cette affirmation-là, la capacité de reprendre les personnes en traitement très, très rapidement. Donc, une fois que la personne est rentrée dans une équipe et qu'elle en a été connue, s'assurer qu'il y a un mécanisme pour que cette personne-là puisse revenir en soins sans refaire les étapes, par exemple, d'évaluation et tout ça. Donc, il y a des mécanismes, sachant la précarité de la population et sachant que c'est une population qui fait du on and off, qu'on puisse diminuer, dans le fond, le temps de réadmission en soins et s'assurer
on échappe moins longtemps, que les personnes se précarisent moins, puis qu'on peut les reprendre le plus vite possible à travers différentes modalités. L'autre chose que vous voyez ici, c'est la hiérarchisation des soins en traitement selon la précarité de la situation de la personne pour établir l'intensité de soutien qu'elle requiert. On peut passer là, donc à ce graphique-là qui est encore une fois d'une simplicité et qui correspond à plusieurs devis que vous allez voir en santé mentale. Plus la personne, vous passez là, de la précarité en bas, plus la personne passe d'un niveau de précarité bas à un niveau de précarité élevé, plus les services devraient être offerts de façon intense et à un même endroit. Donc, autrement dit, plus la personne est dans une situation de précarité, plus on veut retrouver à l'endroit où on va lui offrir des soins, un modèle de ce type one-stop shop ou tout inclus. Bien sûr, encore une fois, on ne pourrait pas faire des chirurgies du genou sur place, on en est bien conscient, mais on pense qu'en plus du panier minimal de services, quand les gens sont vraiment très désaffiliés dans la rue, pas ou peu de carte d'identité, pas de numéro de téléphone. On pense qu'on doit être très comorbide, donc santé mentale, itinérance, judiciarisation, toxicomanie, qu'on doit être capable d'aller un petit peu plus loin que le panier minimal et ça l'amène le dessin suivant, qui est l'autre après, pardon. Une offre de service bonifiée, donc pour les personnes vraiment en situation de plus grande précarité, où là, idéalement, on est capable de faire des soins de santé de première ligne de base, donc infection des tissus mous, infection urinaire, les petites choses de la vie courante, plus de style soins de santé aigus, services courants. Les prises de sang sur place, si c'est des personnes qui ont besoin de beaucoup de monitoring, clientèle psychiatrique, clientèle VIH, clientèle hépatite C, etc. La réponse aux besoins sociaux de base, donc des liens avec l'accès au logement, à l'hébergement, faire les impôts, alimentation, logement, processus allégé pour faire la carte RAMQ. Je pense qu'on devrait mettre le processus allégé pour la carte RAMQ même plus tôt dans la démarche. C'est tellement un game changer pour nos usagers, c'est tellement simple. Pour les gens qui consomment l'enseignement, la consommation à risque réduit, l'accès au matériel, on le dit, traitement du VIH, du VIH, la prophylaxie pré- et post-exposition pour le VIH, et tout le volet des services de proximité si ce n'est pas déjà fait. Donc, d'aller chercher les personnes, de ne pas attendre qu'elles viennent vers nous, mais aussi quand elles sont avec nous, mais qu'on doit les amener ailleurs pour leur chirurgie du genou, les accompagner. Donc, on va vers et on ramène, mais aussi on accompagne dans les diverses démarches parce qu'il y en aura probablement beaucoup. Si on revient à une diapo avant, on vous présente un certain modèle de hiérarchisation des soins qui est plus au niveau médical, là, fait que ça ne concerne peut-être pas nécessairement tout le monde ici, mais c'est pour vous montrer que la population vulnérable et en situation de précarité dont on parle actuellement est très, très peu vue dans les groupes de médecine familiale, donc dans ce que le système a mis en place pour desservir la population générale, ça ne répond pas ou très, très peu à notre population et ces gens-là se retrouvent avec très peu d'endroits où ils peuvent aller consulter, typiquement les urgences. On a un peu plus à Montréal, à certains endroits au Québec, des groupes de médecine familiale ou des cliniques qui se sont spécialisés avec une vocation un petit peu plus là, justement spécialisée pour cette clientèle-là. Et certains partenariats peuvent être intéressants pour vos équipes avec ces équipes-là pour voir justement, encore une fois, qui fait quoi, qu'est-ce que c'est vos critères, quand quelqu'un se stabilise chez nous, est-ce qu'on peut vous l'envoyer, de quoi vous avez besoin, est-ce qu'on peut rester même en appui une fois que la personne sera envoyée vers un médecin de famille, si vous avez des questions, peut-être que notre travailleur social peut rester en backup, continuer de faire certains soutiens. Donc, comment on opérationnalise ça pour pas que vous restiez pris, ça revient à la ségrégation de tout à l'heure, avec l'ensemble des populations un peu désaffiliées qui n'arrivent pas à rentrer dans le réseau. Et au bout du spectre en rouge que vous voyez, c'est justement pour les personnes en grande situation de précarité où on a besoin d'une intensité de service qu'on ne trouvera pas dans un groupe de médecine familiale, ben là, on est dans les équipes plus spécialisées des directions santé mentale et dépendance, dont proximité, SII, SIV, SIM, itinérance, dépendance, bas seuil, etc.
Donc, c'est juste pour vous dresser un peu un portrait. On est bien conscient qu'il y a des trous dans ce gruyère-là, puis de voir comment régionalement on peut contribuer à faire ce continuum-là pour pas que tout ce qui est itinérance, dépendance, santé mentale soit poussé, alors que plein de ces patients-là pourraient avoir accès au traitement conventionnel. C'est peut-être juste un enjeu d'accompagnement 2-3 fois ou de faire la carte RAMQ, puis ça serait réglé. Donc, attention à ne pas tout prendre dans les services spécialisés. Mais Marie-Ève, j'aurais le goût de dire, en fait, ce qu'on se disait à la proposition 8, c'est si on a des partenariats formels avec les différents acteurs, ça enlève beaucoup de pression aussi aux équipes parce qu'on peut accompagner la personne, ça veut pas... C'est sûr que dans les meilleures pratiques, ce qui parlait, c'est un one-stop shop. Mais dans une densité de population qui est moins grande, bien, on ne peut pas toujours avoir tout sous le même toit avec l'ensemble des services. Mais si on a une capacité d'aller faire de la proximité et de l'accompagnement des personnes à qui on offre des services, mais ça l'aide beaucoup. Mais pour ça, il faut formaliser les choses puis s'assurer de ces corridors-là puis que ça ne tienne pas sur des individus qui veulent bien, mais sur des ententes entre différentes équipes, différents services, différentes directions, différents organismes communautaires et tout, là. Tout à fait. Puis dans l'offre de service, une des modalités qui peut justement être très soutenante, c'est d'avoir des pairs au sein de vos équipes. Et là, force est de constater qu'on est très loin, spécifiquement en dépendance, en itinérance, dans l'intégration des pairs dans nos services. La santé mentale a une longueur d'avance. Et de voir justement, c'est pas tout de dire qu'il faut un père, il faut être au clair de quel est son rôle, comment on soutient cette personne-là pour qu'elle sente qu'elle fait partie de l'équipe, qu'elle peut partager, participer aux décisions, participer à l'adaptation des services, mais même de façon plus macro, de voir une réflexion un petit peu plus de haut niveau de comment on va intégrer formellement les pairs dans l'organisation de services au niveau du cadre. Est-ce que c'est toujours des ententes avec des organismes communautaires ou est-ce qu'on ne veut pas institutionnaliser la chose pour offrir une vraie reconnaissance? Comment on fait pour payer ces personnes-là et s'assurer qu'on ne les garde pas non plus, elles, dans des situations de précarité? Et comment on reconnaît l'expérience de cette personne-là, mais qu'on soutient aussi le fait que d'être un père et d'intervenir dans des situations qui peuvent être des fois très troublantes et difficiles, ça veut dire aussi que dans l'équipe, on a cette capacité-là d'encadrer et de soutenir adéquatement la personne. Donc, ça amène plein de réflexions qui sont au premier balbutiement, je pense, au Québec, en dépendance et en itinérance, mais c'est très, très clair dans la littérature, c'est déployé beaucoup plus ailleurs là, dans le monde, en Europe. La présence d'un père à même les équipes comme une partie intégrante là, des équipes et qui permet justement d'aller souvent, pour répondre à la question de tantôt, faire de l'adaptation culturelle, peu importe laquelle culture, ne serait-ce que dans la traduction de ça, ce que ton médecin essaye de dire, là, c'est pas que t'es pas bon, mais il s'inquiète parce que lui, bon, donc vraiment, souvent dans tout ce volet-là d'interprétation culturelle, si je peux dire, mais aussi d'être le rapporteur, le défenseur des enjeux et des besoins des personnes qui n'ont pas toujours les mots, la capacité de verbaliser à leurs équipes la plupart des enjeux. Donc, on est encore là dans un des outils, si je peux dire, très, très puissants pour aller vers des personnes en situation de plus grande précarité. Puis, j'aimerais me permettre, justement, qu'on arrive à cette proposition-là pour dire qu'un des embûches qu'il y a, entre autres, c'est que dans plusieurs plans d'action, les pères aidants sont mis de l'avant, mais dans l'opérationnalisation, puis on l'a vécu nous aussi, sans nomenclature de pères aidants dans le réseau de la santé, la capacité de pouvoir mettre de l'avant cette expertise-là et ce soutien-là au sein de nos équipes, ce membre ajouté-là de plus qui offre quelque chose qu'on ne peut pas offrir, c'est assez difficile de pouvoir aller de l'avant de façon claire, transparente et inclusive, là. Donc, il y a comme un enjeu aussi administratif, là, mais je prends juste la place pour le dire ici. Et puis, en terminant la 10e proposition, mais non la moindre, mais on est au cœur de cette proposition-là actuellement. Comment faire pour soutenir la stabilité des équipes dans le réseau actuel dans toute sa complexité, dans un but que les équipes soient bien pour offrir des soins de qualité.
Et ce qu'on souhaite, c'est que les équipes aient accès à de la formation, à des guides cliniques, entre autres, justement pour pouvoir décliner le jugement clinique dont on le disait tout à l'heure, à des outils et à une forme de mentorat québécois où on peut avoir du soutien, conseil, soit dans l'organisation des services, soit pour dénouer des cas complexes, des situations difficiles, mais aussi localement, l'importance des réunions interdisciplinaires à même l'équipe ou à même les équipes qui ont tendance à collaborer plus étroitement, mais aussi tout le volet de la supervision clinique ou du soutien clinique. Donc, reconnaissons que spécifiquement dans les populations en situation de précarité, on est dans un niveau de complexité et de lourdeur où, au niveau macro, on a besoin de soutien pour des cas complexes parce que c'est rare, parce que c'est très compliqué. Mais au niveau micro, on a aussi besoin de soutien clinique pour pouvoir rester thérapeutique là, comme clinicien, s'assurer qu'on a des espaces de ventilation, de concertation en même l'équipe, parce que ce qu'on voit, c'est que très rapidement, il y a une grande fatigue qui s'installe avec des fatigues de compassion, puis des gens qui se brûlent et qui arrêtent de travailler là, dans ces populations-là, parce que c'est des populations qui sont lourdes. Donc, il faut aussi prévoir des balises à mettre en place pour s'assurer que les personnes, les cliniciens ont ce dont ils ont besoin là, pour rester en santé. Donc, ce que je pourrais vous dire, c'est qu'on a une page dédiée sur notre site où l'ensemble du guide est déposé, les annexes, les figures qu'on vous a présentées. On l'a même traduit en anglais, donc pour ceux qui ont des équipes anglophones, le guide a été traduit en anglais aussi pour vous aider là, à pouvoir assurer là, la bonne utilisation de ce guide-là. Donc, on a fait le tour de nos 10 propositions. Le pari était un peu de vous faire une espèce de rapid review, vite, un cours fast-track de notre guide qu'on a déposé l'année dernière, puis d'essayer de voir comment on pourrait l'intégrer dans une programmation pour vous soutenir au sein de vos services, tout en gardant en tête qu'on peut enlever le facteur opioïde et voir autre type de services là, pour les personnes qui ont un trouble d'usage de substances ou pour les personnes en situation de précarité. Donc, avant de terminer, juste vous rappeler que nous avons quelques activités à venir. Comme je disais tout à l'heure, on a des discussions cliniques, on anime des discussions cliniques mensuelles sur l'approvisionnement plus sécuritaire. Donc, Marie-Josée vous a déjà mis dans le clavardage le lien pour vous inscrire. C'est pour les pharmaciens, médecins, infirmières, intervenants psychosociaux qui font ou qui souhaiteraient faire de l'approvisionnement plus sécuritaire. Donc, c'est des discussions soit à partir de cas complexes, de cas existants, ou des fois sur des thèmes ou libres. Donc, c'est sur l'heure du midi. La prochaine va avoir lieu le 26 avril. Annie, je m'excuse. Oui. J'ajouterais juste que les gestionnaires aussi sont les bienvenus. Là, si jamais il y a des chefs d'équipe qui sont là et qui souhaiteraient venir entendre et réfléchir, là, parce que ça concerne toute l'équipe, en fait, là, sont aussi les bienvenus. Ils ne sont pas dans notre liste, mais les chefs d'équipe sont vraiment les bienvenus là, à se joindre à la réflexion qu'on a une fois par mois. Ensuite, j'ai oublié de dire tout à l'heure, pour ceux et ceux qui ne le savaient pas, on a un père qui s'est joint à notre équipe en janvier dernier, ça faisait partie de nos nouvelles. Donc, il participe aussi à nos discussions cliniques et amène un angle vraiment intéressant dans les discussions. Donc, je voulais le dire tout à l'heure, mais j'en profite pour vous en informer. Il peut aussi, dans les réflexions, dans les questions, si vous avez des questions pour la mise en place de services, peut être mis à contribution là, dans ces réflexions-là. Ensuite, on a, en collaboration avec le CREMIS et l'équipe de recherche, il y a une série de 4 webinaires sur itinérance et COVID. Donc, il y a eu, entre autres, une recherche du CREMIS et aussi, il va y avoir notamment le 29 avril
un webinaire sur l'implantation de l'unité d'isolement du Royal Victoria, mais de la première vague. Donc, Marie-Josée vous a aussi mis le lien là, dans le clavardage. Donc, du 26 au 29 avril, sur l'heure du midi, vous aurez les thèmes pour les 4 webinaires pour lesquels vous pouvez vous inscrire là, individuellement ou pour l'ensemble des 4 webinaires. Donc, ça, c'est les événements à venir. Pour vous tenir au courant, si ce n'est déjà fait, on vous invite à vous inscrire à notre bulletin de nouvelles et vous pouvez aussi vous inscrire à notre chaîne YouTube où vous aurez tous nos webinaires. Donc, ça complète la rencontre pour aujourd'hui. Je vous rappelle que la prochaine rencontre aura lieu le 17 mai. On va vous envoyer sous peu une entrée d'agenda. Et d'ici là, si vous avez des questions, vous souhaitez discuter avec nous de quoi que ce soit, n'hésitez pas à nous contacter par courriel, texto ou par téléphone. Vous avez les coordonnées qui suivent, mais bon, vous les avez aussi de différentes façons. Visitez aussi notre site web. Bonne journée!